Bonjour à toutes et à tous, David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir ici à la Maison de la Radio pour cette 4e édition de Médias en scène où on parle effectivement de tous les sujets. Et le sujet régulation est un sujet important, comme vous allez le voir dans les minutes qui suivent. J'ai le plaisir d'accueillir Roch-Olivier Mestre, qui est depuis 2019 le président du CSA. Et le 1er janvier prochain, le CSA change de nom pour devenir l'ARCOM. En général, dans le passé, souvent, quand on changeait le nom des autorités de régulation, c'était parfois pour en changer le président. Vous allez réussir l'exploit de rester président d'une nouvelle autorité de régulation qui change de nom. L'intérêt, c'est de comprendre pourquoi vous changez de nom et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière. Pourquoi est-ce qu'on élargit les missions du CSA en rapprochant de l'ADOPI, qui avait été créé pour lutter contre le piratage. C'est le signe sans doute que le numérique prend de plus en plus de place dans le monde des médias, et c'est pour parler de tout ça qu'on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors, au-delà du changement de nom, en quoi l'ARCOM sera un régulateur différent du CSA à partir du 1er janvier prochain? Merci beaucoup, David, pour partager ce moment avec vous. Peut-être une petite mise en perspective quand même sur la régulation. La régulation, elle a vu le jour assez tardivement en France, en fait, au milieu des années 80, beaucoup plus tardivement qu'aux États-Unis d'Amérique, par exemple, où elle a vu le jour dans les années 30. Pour une raison simple, c'est que pendant très longtemps, il y avait un monopole d'État en France sur la télévision et sur la radio. Et ce monopole a pris fin au début des années 80, la privatisation de la première chaîne de service public qui est devenue TF1, donc c'est 1987. Et donc la régulation est arrivée à ce moment-là pour réguler précisément ces acteurs, libération de la bande FM au début des années 80 de la même façon. C'est une régulation à ce moment-là dont les principes sont assez simples. C'est une régulation à la fois technique, gérer un parc de fréquences, attribuer des fréquences à des éditeurs de chaînes de télévision et de radio. Une dimension politique au sens où le législateur a posé d'emblée le principe du respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Donc c'est une première mission historique du régulateur de veiller à ce que les médias audiovisuels respectent ce pluralisme. Une dimension culturelle, puisque notre modèle de financement de la création en France repose sur des contributions des acteurs de l'audiovisuel au financement de la production cinématographique et audiovisuelle. Et une dimension sociétale qui n'a fait que s'accentuer depuis presque 40 ans, avec des obligations qui sont imposées aux médias sur des sujets de société, l'égalité entre les femmes et les hommes, la juste représentation de la diversité de la société, l'accessibilité des programmes aux personnes handicapées, la protection de la jeunesse, aujourd'hui l'environnement. Et cette régulation, elle n'a fait que s'adapter aux évolutions du paysage au fil du temps. Quand elle voit le jour, quand le CSA voit le jour en 89, on a encore une poignée de chaînes de télévision. Et puis la diffusion change, le câble, le satellite, la télévision numérique terrestre au milieu des années 2000, Internet bien évidemment. Et aujourd'hui, on voit bien que le paysage audiovisuel s'est très profondément transformé et se transforme de façon accélérée sous nos yeux avec de nouveaux acteurs, notamment les plateformes de streaming par abonnement, mais pas seulement. Un fractionnement des usages, 6 écrans en moyenne dans les foyers, donc un mode de consommation des images qui a complètement changé, des vecteurs de diffusion qui ont changé, la télévision hertzienne bien sûr, mais Internet, des formats qui changent, le podcast pour la radio, le replay, la vidéo par abonnement ou la vidéo à la demande de façon générale. Donc ce paysage se transforme, les acteurs évoluent, des acteurs très puissants technologiquement, très puissants financièrement arrivent sur le marché et il fallait donc que la régulation s'adapte. Et c'est le sens du projet qui a vu le jour, donc, qui amènera à la création de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 1er janvier prochain, créée par la fusion entre le CSA et l'ADOPI. Alors, il y a plusieurs justifications à ce rapprochement. D'abord, l'idée de faire un grand régulateur intégré qui couvre l'ensemble de la chaîne de la création. Donc notre mission traditionnelle d'un côté, qui est la fixation des obligations qui pèsent sur les opérateurs. Donc c'est nous qui fixons et qui contrôlons les obligations de financement qui
incombe aux opérateurs et aujourd'hui aux acteurs des plateformes de vidéo par abonnement, jusqu'à la protection du droit d'auteur, donc la lutte contre le piratage, avec des outils nouveaux, puisque dorénavant la loi flèche les plateformes de streaming beaucoup plus que l'internaute, comme le faisait Adopi au tout début de son histoire. Et puis, comme son nom l'indique, c'est d'attraire dans le champ de la régulation de plus en plus les acteurs du digital. Je préside l'institution depuis 3 ans. En l'espace de 3 ans, on a eu 7 textes de loi qui sont venus élargir le champ des attributions de l'autorité. C'est considérable. Et là-dedans, il y a beaucoup de textes qui nous donnent de nouvelles compétences sur les réseaux sociaux en matière de lutte contre la manipulation de l'information, en matière de lutte contre les contenus haineux sur Internet. Voilà le sens de la création de cet acteur, d'avoir un régulateur qui épouse son temps, qui à la fois soit mieux armé pour accompagner les grands acteurs du secteur face aux évolutions du champ audiovisuel, et en même temps répondre au mieux aux préoccupations des publics sur une série de thématiques. Alors sur ces nouvelles attributions qui sont effectivement des nouveaux thèmes sur lesquels on a l'impression qu'il était très très dur d'agir, régulation contre les fake news, lutte contre le piratage, pour qu'un arbitre soit respecté, il faut qu'il ait un sifflet, mais qu'il puisse aussi agir sur le terrain, couvrir le champ des infractions ou des torts qui peuvent être causés par certains. On a l'impression que le numérique, c'est un espèce de champ sans fin, que les fake news se propagent à la vitesse d'un cheval au galop. Enfin, c'est impossible de lutter contre. Donc, on est passé d'un monde où c'était finalement réguler le temps de parole sur des chaînes hertziennes, quand il y en avait 4 ou 5, c'était possible. Là, est-ce que la mission n'est pas un peu insurmontable? Ce qui est en jeu, puisqu'on est là dans ces rencontres de médias en scène pour réfléchir ensemble un peu à l'avenir, ce qui est en jeu, c'est d'essayer de bâtir un nouveau modèle de régulation qui soit à la fois fidèle à nos valeurs, en tout cas les valeurs de notre continent, et au premier chef, bien évidemment, la liberté d'expression, ce bien le plus précieux de l'humanité, disait Mirabeau, qui est repris dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, et puis en même temps de répondre aux préoccupations et aux besoins de protection des publics. Et ce modèle de régulation, pour ces acteurs dits systémiques de l'Internet, ces grands acteurs qui pèsent très, très fortement et qui changent nos vies depuis déjà maintenant quelques années, ne peut pas ressembler exactement au modèle de régulation des médias traditionnels. Le champ des médias traditionnels, de la télévision et de la radio, c'est un champ qui est fini. On peut encore s'adresser tous les jours, et beaucoup de Français le font quotidiennement, au Conseil supérieur de l'audiovisuel en disant « j'ai entendu telle émission, j'ai vu tel programme, c'est quand même scandaleux, c'est inadmissible, comment peut-on tolérer ça? Il faut que vous fassiez quelque chose ». Et donc, on peut revérifier ce programme et s'assurer s'il respecte les obligations posées par la loi ou par les conventions qui nous lient avec les éditeurs. Les réseaux qui circulent sur Internet, pour les acteurs qu'on véhicule, c'est plusieurs centaines de millions de données par seconde. Et donc, on ne peut pas être dans la même logique. Ce n'est pas le CSA, fut-il très renforcé, qui va courir après avec ses petits bras derrière chaque contenu haineux, chaque fausse information. Donc c'est un nouveau modèle de régulation qu'il faut concevoir, et c'est ça qui est aujourd'hui rentré dans le débat public, parce que les opinions publiques ont beaucoup évolué. Le discours qu'on portait sur Internet au début des années 2000, c'est pas loin, c'était à l'époque un discours de liberté absolue. C'est un nouveau paradis sur Terre, un espace de démocratie directe, un espace d'accès au savoir, un espace d'échange entre les personnes. L'urgence, c'était que l'État n'intervienne pas. Et la réglementation qui s'est mise en place au début des années 2000 est une réglementation très libérale, qui considère ces acteurs comme de simples hébergeurs, pas comme des éditeurs. C'est la directive e-commerce en Europe, c'est ce qu'on appelle la section 230 aux États-Unis, qui est une approche très libérale qui privilégie le marché, la fluidité du marché, plutôt que la protection des personnes. Et ça change déjà un peu vers la fin des années 2000, quand ces grands acteurs, Google, Facebook, Twitter, commencent à s'imposer dans le paysage. Et ça s'accélère au milieu des années 10, je dirais, 2010. L'épisode de Christchurch 2017, massacre retransmis 17 minutes sur Facebook en direct. Tout ça, ça choque les opinions publiques, et les opinions publiques demandent un modèle de régulation. Alors c'est ça qu'on est en train d'essayer de construire en Europe, avec le règlement dit DSA, qui est porté par le commissaire Breton et Madame Vestager, qui pourrait
aboutir dans le courant de l'année prochaine, qui vise à créer un nouveau régime de responsabilité. C'est le même sens des textes de loi en France, donc la loi de décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, la loi sur les principes de la République qui a été votée cet été sur les contenus haineux, qui fixe des obligations de moyens à ces acteurs. Vous ne pouvez pas véhiculer des contenus illicites, vous devez vous donner les moyens d'éliminer ces contenus illicites, intelligence artificielle, modération humaine, et on confie à un tiers, un régulateur, la supervision de la mise en œuvre de ces moyens. Donc ce n'est pas un contrôle des contenus, c'est de s'assurer, bien évidemment, que ces acteurs, une fois encore dans le respect des valeurs qui sont les nôtres, donc c'est un point d'équilibre qui est très délicat à trouver, mettent bien en œuvre ces obligations. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est ça qu'il faut arriver à bâtir, et la route va être encore longue. Sur le piratage, qui est aussi alors ça avait été introduit par l'Hadopi, mais dès le départ, ça avait été mal enclenché. Il s'agissait de mettre en garde, puis de punir ceux qui pirataient. On a l'impression que ça n'a jamais vraiment marché, même si certains ont dû recevoir du courrier, mais on n'a jamais vraiment coupé l'accès à Internet. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on change de philosophie. Est-ce que ça peut être plus efficace, mais est-ce qu'en même temps aussi, si le piratage se développe en tant que régulateur, vous ne dites pas que c'est aussi parce que l'accès à des contenus en particulier sportifs est devenu trop cher? Si, alors c'est une question bien évidemment qu'il faut appréhender dans tous ces paramètres. On a une donnée qui est quand même intéressante, c'est la musique. Sur la musique, on arrive aujourd'hui avec les plateformes de streaming à avoir une offre quasi universelle sur ces plateformes pour un prix raisonnable, entre guillemets, une dizaine d'euros par mois. Et donc on voit bien que le développement de ces plateformes se traduit par une baisse très nette de la piraterie dans le champ musical. C'est beaucoup moins vrai pour le cinéma parce qu'il n'y a pas d'offre universelle, il n'y a pas de plateforme universelle. Je suis moi-même très amateur de cinéma, il n'y a pas une plateforme qui me permet d'accéder à toute l'offre. C'est une pluralité d'offres, et même problématique en matière de sport. Et quand on étudie le comportement des téléspectateurs en matière de vidéos par abonnement, on voit bien qu'ils ont un budget moyen. Ça a été très bien étudié l'année dernière par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec Hadopi. Et qu'ensuite, le consommateur fait des arbitrages. Quand en matière de sport, on vous propose le football tous les mois, Ligue 1 à 25 € par mois, et que vous êtes déjà abonné à votre portable, à votre box, au portable de vos enfants, à votre Spotify, peut-être à votre Netflix, il y a un moment où vous faites des arbitrages. Et donc c'est intéressant de voir que beaucoup de personnes qui sont abonnées déjà à une plateforme de streaming également piratent du fait de ces arbitrages, parce qu'il y a un moment où il y a un effet cumulatif. C'est très net en matière de sport. En matière de sport, on a un phénomène qui est l'inflation des droits sportifs, qui se traduit par une évacuation du sport des chaînes en clair au profit de sites payants. Et il y a un moment où le consommateur, effectivement, atteint une limite et procède par d'autres voies, et en l'occurrence des voies illégales. Donc aujourd'hui, l'enjeu du piratage, c'est effectivement de changer de paradigme, comme on dit, par rapport à l'époque de la naissance d'Hadopi. À l'époque de la naissance d'Hadopi, le piratage, c'était des échanges de fichiers entre particuliers, ce que les anglo-saxons appellent le peer-to-peer. Maintenant, c'est plus cette logique-là qui prédomine. On passe par des sites de streaming. Il suffit de googliser, comme on dit, sur le titre d'un film, et vous avez des listes de sites qui apparaissent. Et donc la nouvelle législation vise précisément ces sites. C'est donc un renversement de la logique, et puis se donne de nouveaux outils pour les fédérations sportives et pour les titulaires des droits de manifestation sportive qui permettent de demander aux juges d'interrompre ces sites. Je ne vais pas rentrer dans le détail des textes, mais en fait, voilà, c'est d'avoir une réponse plus efficace à ce qu'est aujourd'hui la réalité du piratage. Le grossiste. Et en tant que régulateur, on sait qu'il y a une liste d'événements sportifs qui doivent obligatoirement être diffusés sur des chaînes publiques, enfin qui doivent être diffusés gratuitement, pas forcément sur des chaînes publiques, pardon, mais sur des supports gratuits. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être élargir le périmètre qui n'a pas été révisé depuis je ne sais pas combien de temps, pour faire en sorte qu'il y ait quand même plus de sports majeurs gratuits à la télé, sinon il y a un risque que tout bascule sur des plateformes payantes. C'est un enjeu très, très important parce que le sport, c'est quelque chose qui est très fédérateur. Hein. C'est quelque chose qui rassemble, et c'est les événements sportifs qui rassemblent le plus de téléspectateurs.
Et donc, il faut arriver à préserver l'accès à ces grandes manifestations sportives, à ces grands moments de communion collective, le Tour de France, une grande finale de football, le tournoi de Roland-Garros, on pourrait en citer un certain nombre. Donc il faut préserver ça. Alors ça passe par plusieurs outils. Il y a l'outil réglementaire. Donc effectivement, il existe un décret sur les événements d'importance majeure qui liste une série de manifestations qui doivent, en tout état de cause, être accessibles en clair. Donc même si une chaîne détient les droits de cette manifestation, elle doit pouvoir les mettre à disposition en clair et gratuitement au bénéfice des téléspectateurs. Donc ça, c'est l'outil réglementaire. Il faut aussi que les acteurs qui participent, les acteurs en clair qui participent à la couverture de ces événements, gardent la ressource suffisante pour le faire. Et je pense là en particulier au service public, qui a bien sûr une mission particulière. Et donc ça pose la question de la pérennité du financement du service public. C'est l'occasion pour moi de le redire ici. Je l'ai dit à plusieurs reprises. On a une échéance très importante en 2023 avec la fin de la taxe d'habitation. Et donc, on n'a pas de visibilité aujourd'hui sur... Parce que la redevance est assise sur la collecte, sur l'assiette de la taxe d'habitation. Exactement. Et donc, il faut bien fixer, ça sera sûrement un des thèmes du débat politique à venir l'année prochaine, bien fixer la règle de financement du service public, France Télévisions, Radio France qui nous accueille aujourd'hui. Et pour notre part, nous sommes favorables, le Conseil l'a dit à plusieurs reprises, au maintien d'une taxe affectée et pérenne au bénéfice du service public pour qu'il garde à la fois son indépendance et une capacité d'investissement importante. Et puis, je pense qu'il faut trouver quand même une certaine forme d'encadrement des appels d'offres qui sont lancés en matière sportive, parce qu'on voit bien que l'inflation des droits, qui a été très spectaculaire déjà depuis une vingtaine d'années maintenant, notamment sur le football, est lourde de conséquences. Ça fragilise les éditeurs qui sont obligés de rentrer dans ces logiques de surenchère. Et on voit parfois que ça aboutit à des désastres. On a l'exemple de Mediapro Téléfoot tout récemment. Ça pénalise le téléspectateur qui, à un moment, ne peut plus payer des accumulations d'abonnements. Ça développe le piratage. Et au bout du compte, c'est les mouvements sportifs eux-mêmes qui peuvent en être altérés. Le football a été très secoué par l'épisode Mediapro que j'évoquais il y a quelques instants. Dernière question, mais pour faire suite à ce que vous venez de dire, du côté des acteurs privés qui eux aussi sont en concurrence pour acquérir des droits, ce matin on accueillait les présidents de TF1 et M6 qui, au nom justement pour développer leurs moyens, disent qu'il est important qu'on fusionne pour avoir plus de moyens pour lutter avec Amazon qui a acheté les droits de la Ligue 1, des droits d'Amazon, de Roland-Garros. On a besoin de fusionner. Vous avez pris la parole et ça a été interprété comme le fait que d'emblée vous validiez un petit peu cette approche en pensant que la fusion répondait à une logique. Est-ce que c'est au nom de ça que vous vous êtes exprimé? Vous pensez que cette fusion va permettre de créer un champion français? C'est ça qui vous anime? Non, j'ai peut-être été mal entendu à l'époque. Je me suis exprimé de nombreuses fois depuis dans de nombreuses enceintes, y compris devant le Parlement. Non, ce que j'ai dit, c'est notre paysage mondial audiovisuel, il est en train de changer. Alors on peut ne pas le regarder. On peut se dire rien n'a changé, continuons comme avant. Et donc ce que j'ai dit, voilà, ce paysage se transforme, évolue, et on voit bien que les acteurs sur la scène mondiale sont en train de s'organiser, de se mettre en mouvement. Aux États-Unis, vous avez des mouvements de consolidation qui sont annoncés, j'allais dire presque chaque semaine, c'est un peu exagéré, mais il y a une succession de mouvements très spectaculaires qui ont été enclenchés, la fusion Disney-Fox, Warner, Discovery, Amazon rachetant les studios MGM, avec des acteurs qui ont une force de frappe très considérable au plan financier et qui font peser une pression sur l'acquisition des droits en matière de cinéma, en matière d'audiovisuel, en matière de droits sportifs très, très importante. Donc ça, c'est le constat. Et c'est sur ce point-là que j'ai dit voilà, qu'on peut comprendre qu'au regard de cette évolution, il y a des acteurs sur la scène mondiale qui se mettent en mouvement. Maintenant, sur l'opération que vous évoquez, j'ai été non moins clair. À ce stade, bien évidemment, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pris aucune position et son président encore moins. On est au tout début de l'instruction. C'est une instruction qui va être extrêmement approfondie, sous le prisme qui est le nôtre, qui est celui du pluralisme, maintien de pluralité d'acteurs, maintien d'une pluralité d'offres dans l'intérêt du téléspectateur, maintien d'une pluralité de rédaction, là aussi dans l'intérêt des publics. C'est un dossier qui va nous conduire une bonne partie de l'année 2022 et même du début de l'année 2023. Et puis parallèlement, l'autorité de la concurrence rendra sa décision pour ce qui la concerne en tant que droit de la concurrence. On donnera nous-mêmes un avis à l'autorité de la concurrence sur ce dossier. Donc voilà, notre position est très claire et on instruira bien évidemment cette affaire
en toute indépendance, en toute impartialité et en toute collégialité, puisque cette autorité est une autorité indépendante. Comme on l'évoquait tout à l'heure, l'ARCOM aura 2 membres de plus, un magistrat judiciaire plus un membre du Conseil d'État, donc on sera 9 à statuer sur cette affaire. On est au tout début de la route et on est très loin à ce stade d'avoir arrêté une position sur cette affaire. Merci beaucoup.